Les queremos dar la bienvenida a el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, un espacio excepcional en la isla de Gran Canaria, y nos vemos hoy para poder hablar de uno de los aspectos que nos apasionan, los museos. Todos esos espacios que generan encuentros, conversaciones, y justamente de eso se trata, de iniciar museológicas, un lugar en el que poder debatir, reflexionar, opinar, discutir, a veces también buscar posiciones encontradas sobre lo que son los museos, espacios que nos apasionan en el día a día, en el tiempo de ocio, y que vemos que van tomando cada vez un lugar en esta sociedad más relevante. Nada mejor que hacerlo con museológicas, uno que tiene como invitado a François Mérès, y sobre todo al Museo Híbrido. Hablemos sobre el Museo Híbrido. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos entre amigos para charlar un rato sobre temas de interés común, sobre el concepto de museología. Estamos con François Mérès, presidente de ICOFOM y profesor de la Sorbona, de París III y de la Escuela del Louvre. Él ha sido director de museos, tiene mucha experiencia en el ámbito de la reflexión sobre el tema de museos y ha escrito bastantes artículos y libros sobre los temas de museología, especialmente uno de ellos que es un poco sobre lo que más vamos a hablar hoy aquí, que es el libro de museos híbridos. Un concepto que iremos desgranando, un concepto que no es nada fácil, no es sencillo de entender, porque además hay enormes diferencias en las concepciones museológicas que todos conocemos entre el ámbito anglosajón, la museología francesa, el ámbito mediterráneo, ¿no?, con una influencia totalmente distinta del concepto de patrimonio, etc. Una de las los primeros aspectos que me llamaron la atención a mí cuando empezamos a leer las obras tuyas, François, fue la gran cantidad de textos que utilizas para referirte a la museología. Normalmente los libros de museología hacen algo extraño, que es demasiado énfasis en la historia de los museos y demasiado poco énfasis en la historia de la propia museología. Pero una de las cosas que más nos sorprendieron es una gran erudición en fuentes del siglo XV, XVI, XVII, sobre autores muy poco citados hasta ese momento, antes de tu libro, sobre temas de museología. Me gustaría empezar un poco reflexionando sobre qué aportan desde tu punto de vista esos conceptos lanzados desde un nivel muy inicial, de museo muy tradicional todavía, qué aportan desde el punto de vista de la museología. Bien, merci d'abord évidemment pour cette très belle invitation qui m'honore. L'histoire de la muséologie, l'histoire en fait du musée ne peut être conçue que par
le biais de ses acteurs, c'est-à-dire effectivement par ceux qui ont pensé le monde des musées. Et donc globalement, très rapidement, en fait, à partir de la Renaissance, on peut dire, peut-être même avant, on se pose la question de savoir pourquoi on crée des musées. Donc, en parallèle à l'histoire des musées et l'histoire des collections, il y a l'histoire du projet muséal en quelque sorte. Pourquoi fait-on des musées? C'est une question qui reste en fait extrêmement importante évidemment actuellement, mais qui dès le départ nécessite et suppose plusieurs types de réponses. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a par exemple des réponses qui vont dans le sens du musée comme lieu de développement économique, par exemple, du musée en lien avec le développement touristique, du rôle social des musées. Alors, très clairement, évidemment, à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, on trouve un certain nombre de références de la part de toute une série d'auteurs au niveau, évidemment, de l'histoire des musées et je dirais qu'il s'agisse soit de penseurs, de philosophes, soit des premiers directeurs d'établissements. On commence à avoir un certain nombre de citations. Mais c'est essentiellement à partir, pourrait-on dire, de la Révolution française que les choses se passent et qu'on voit vraiment se développer une véritable littérature, pourrait-on dire, sur les raisons pour lesquelles il faudrait faire un musée, les raisons pour lesquelles il faudrait concevoir des collections, en quelque sorte. Le moment de la Révolution est très important. Et puis progressivement, ce qui va apparaître, c'est que, à partir, pourrait-on dire, des pays pour lesquels on voit le plus de développement de musées, c'est-à-dire en Allemagne, mais aussi très rapidement en Grande-Bretagne, on va voir cette réflexion se développer. Pour moi, je dirais le premier moment important, il a lieu plutôt autour de la moitié du XIXe siècle, avec, on pourrait dire, la création du Victorian Albert Museum et une figure qui est très importante, qui a déjà marqué en fait le monde des expositions universelles, qui est Henry Cole, qui est peut-être l'un des premiers à vraiment penser aussi le musée à travers notamment la réflexion de son public et notamment bien sûr le travail entre le musée et les classes ouvrières, etc. C'est sans doute évidemment l'un des moments qui amène une réflexion non seulement évidemment sur le rôle social du musée qui va se développer, et on trouve en Grande-Bretagne notamment avec des gens comme Toynbee aussi le rôle sur les liens entre le musée et les liens avec la communauté. Mais très rapidement, on va aussi voir effectivement se développer cette réflexion un peu partout, mais de manière de plus en plus théorique. En fait, c'est en parallèle, pourrait-on dire, avec un mouvement de professionnalisation du monde des musées. Et ce mouvement de professionnalisation, il voit vraiment le jour à la fin du XIXe siècle. Donc, j'ai coutume de dire qu'il y a un moment qui est le moment Brown Good, en quelque sorte, qui marque le début de la muséologie moderne. Auparavant, on a déjà un certain nombre de penseurs, on a déjà un certain nombre d'économistes qui commencent à réfléchir, notamment effectivement en Grande-Bretagne, sur les raisons, le point de vue économique sur le musée. Et c'est essentiellement, pourrait-on dire, avec la volonté de se dire qu'il faut professionnaliser le musée, que toute une série de responsables, de conservateurs de musées vont décider de se fédérer, donc de créer la première association de musées en 1889, qui est la Museums Association, qui commence à développer ses premières conférences de manière régulière, avec des publications, qui vont donner lieu aussi d'ailleurs à la première revue de muséologie. Et c'est là, je dirais, le moment où on voit véritablement, en quelque sorte, se développer cette pensée. Et puis, je dirais, il y a toute une série de développements ultérieurs sur lesquels on pourra parler dans les minutes qui viennent, si vous le souhaitez, qui marquent évidemment l'évolution de cette pensée. Mais globalement, dès le XIXe siècle, on pourrait dire toute une série de ces enjeux, bien entendu, le lien avec la conservation, le lien avec la recherche, etc., sont des fonctions tout à fait évidentes. Mais en même temps, toute une série d'enjeux sur le rôle social du musée, sur le rôle économique, pourrait-on dire, sur le rôle touristique, sont déjà des choses qu'on retrouve tout au long de ce siècle-là, qui est en fait aussi le siècle de l'industrialisation, et ce que Germain Bazin va appeler d'ailleurs le siècle des musées.
En el Museo Híbrido, ¿no? Vamos viendo cómo poco a poco se van trazando momentos estelares importantes que marcan hitos dentro de lo que es la museología y destacas especialmente algunos autores. Y yo creo que, bueno, a mí me hace especial, no sé, ilusión como hablas de Brown Wood y que es ictiólogo y que la verdad es que yo he seguido por su trayectoria en la Smithsonian. Y luego, por supuesto, otro momento importante es el de Henri Rivière. Cuando volvemos a releer sus textos, nos damos cuenta de que muchas cuestiones esenciales están ahí, las olvidamos, y especialmente en España yo creo que intentamos a veces olvidarlas para leer autores más recientes. Yo creo que es muy importante que destaques a esos autores y me gustaría que explicaras el por qué ocupan un lugar fundamental en tu trabajo y sobre todo qué deberíamos rescatar justamente de esas dos, ¿no?, autoridades en la museología. C'est vrai que ce sont deux moments extrêmement importants et globalement, évidemment, aussi bien pour le monde anglo-saxon que pour le monde latin, bien sûr. Pour ce qui concerne Brown Good, pour ce qui me concerne en tout cas, j'aurais tendance à penser qu'on est vraiment, avec Brown Good, au début de la muséologie moderne. C'est-à-dire que pour moi, Brown Good est celui qui écrit le premier traité de muséologie moderne, à la fin donc du 19e siècle. On est vraiment au début de la professionnalisation des musées. Brown Good va écrire un article sur justement l'idée de Museum Administration, et c'est d'ailleurs un terme intéressant puisqu'il parle de l'ensemble du travail muséal et il parle effectivement d'administration. Mais pour lui, l'administration, c'est aussi bien d'ailleurs la gestion, etc., que l'administration des cartels, la conservation, les acquisitions, etc. Et c'est une vue globale qu'il va développer. Et c'est un des points intéressants. Je pense que c'est peut-être parce qu'il est ichthyologue. C'est un scientifique véritablement. Il réfléchit au musée dans son contexte. Un petit peu véritablement comme l'écologie du musée, on pourrait dire. Et c'est ces descriptions qui l'amènent à penser, à réfléchir comment le musée doit pouvoir s'adapter pour pouvoir survivre en quelque sorte tout au long de sa carrière. On est évidemment aux États-Unis, c'est-à-dire dans un monde où effectivement, alors Brown Good travaille à la Smithsonian Institution, qui est un organisme d'État évidemment, mais en même temps il est tout à fait conscient du rôle des musées qui ne dépendent pas, pour la plupart dans son pays, des pouvoirs publics. Et donc le musée dans sa perspective, et c'est en ce sens-là que l'ouvrage de Brown Good, qui je pense aurait pu donner vraiment, il est mort assez jeune, hein, il est mort très peu de temps après, aurait certainement pu développer un traité beaucoup plus important. Mais c'est en ce sens-là, je pense que cet ouvrage, ce traité est vraiment extrêmement moderne et on peut le relire encore avec beaucoup d'intérêt actuellement. C'est véritablement la question qu'il se pose, c'est comment le musée peut se développer, donc quelles sont toutes les relations que le musée doit faire avec aussi bien les universités, avec les écoles, avec toutes les parties prenantes, on pourrait dire. Quelle est sa mission, quelle est véritablement la manière dont il doit planifier son organisation. C'est-à-dire que lorsqu'il pense en quelque sorte le musée, ça n'est pas uniquement des fonctions, c'est aussi toute une stratégie de développement auquel il pense. Au niveau aussi bien d'ailleurs de l'architecture que de toute une série de choses. Donc en ce sens-là, je pense qu'il est vraiment extrêmement important. Avec Rivière, on se trouve en quelque sorte déjà dans un autre monde, on pourrait dire. C'est-à-dire que la carrière de Rivière commence au début des années 30, on pourrait dire, et va se poursuivre jusque pratiquement dans les années 80. Il meurt en 85, tandis que Brown Good meurt pratiquement, on pourrait dire, 100 ans plus tôt. Donc on est vraiment à des moments très très différents. Rivière est quelqu'un qui est marqué par l'entre-deux-guerres, mais qui est aussi le père de la muséologie française. Autant on pourrait dire Brown Good est vraiment le père de la muséologie anglo-saxonne d'une certaine manière, même s'il se réfère à Henry Cole, qui est un Britannique, et que évidemment il considère bien sûr qu'il y a toute une série de penseurs avant lui. Mais avec Rivière, on se trouve face à quelqu'un
qui pense le musée durant l'entre-deux-guerres et puis qui, à travers évidemment son activité de directeur de l'ICOM, va acquérir une notoriété très importante, qui va aussi enseigner la muséologie en France. Il va y avoir un ouvrage très très important qui va paraître après sa mort, La muséologie selon Rivière. Il va vraiment influencer des générations, on pourrait dire, de francophiles, c'est-à-dire qu'il y aura des directeurs de musées aussi bien qui travailleront en Espagne, en Amérique latine, au Québec ou ailleurs. Donc il va influencer énormément de gens, en dehors de la France aussi. Et ce à quoi pense Rivière, c'est aussi de manière globale, pourrait-on dire, mais dans un autre contexte qui est marqué par, on pourrait dire, ce qu'on peut appeler les 30 Glorieuses, c'est-à-dire évidemment une intervention des pouvoirs publics qui est beaucoup plus importante. Donc il réfléchit beaucoup plus dans un cadre qui est public. Il réfléchit comme Browngood aussi en tant que chercheur. C'est-à-dire que autant Browngood est un ichtyologue, c'est un savant en quelque sorte, qui va lui-même développer sa recherche. Il y a même des poissons qui sont baptisés du nom de Good. Hein. Autant Rivière est quelqu'un qui a développé, je dirais qu'il est un autodidacte pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout beaucoup de titres universitaires. En revanche, c'est quelqu'un qui est très très au fait de la volonté que le musée doit être un lieu scientifique. Et c'est véritablement ce travail qu'il va développé jusque dans les années 80. C'est-à-dire que lorsque, en 1974, la définition du musée de l'ICOM est le musée est une institution au service de l'homme et de son environnement, et donc qui acquiert, donc qui fait des recherches sur les témoins matériels de l'homme et de son environnement. C'est-à-dire effectivement, la recherche est au cœur de l'institution, en quelque sorte. C'est dans ce cadre-là qu'il développe toute une série de choses. Donc c'est un des moments extrêmement importants. En même temps, Rivière va aussi se passionner pour ce qu'on va appeler la nouvelle muséologie, dont il va être évidemment l'un des théoriciens, un mouvement qui prône un retour, pourrait-on dire, une transformation des valeurs vers le public et plus précisément, on pourrait dire, le rôle du musée au sein non plus uniquement de la société de manière générale, mais au sein de la communauté, dans un territoire avec des gens qui utilisent le musée en quelque sorte comme un miroir qu'ils se donnent pour un travail sur leur identité, etc. Ce travail-là, Rivière, qui est vraiment intéressé, il avait coutume de dire tant que je serai en vie, il y aura toujours une nouvelle définition de la muséologie, une nouvelle définition du musée. Rivière va vraiment le développer, l'accompagner. Donc on est, pour résumer les choses, on est effectivement à deux moments très différents. Les deux sont très novateurs. Les deux vont effectivement continuer d'avoir, à mon sens, une vraie recherche et un vrai message qui est toujours pertinent. En este artefacto híbrido que es el museo, que son los museos, hay dos elementos, dos piezas de ese artefacto que son el museo y el mercado, ¿no? Cuya relación es algo parecido a dos hermanos enemigos, una relación de contrarios complementarios, ¿no? que dialogan con dificultad. Una de las cosas que más me ha sorprendido, porque no lo conocía de la lectura de tu muy estimable libro, es que precisamente el concepto de beneficio, de ganancia, aparece muy pronto en los primeros tratados de museología, ya en el siglo XVI. Y que efectivamente esta idea de la ganancia, de lo que se puede obtener a través de los museos, aparece, por ejemplo, en los conservatorios nacionales de artes y oficios, en los museos industriales, en los museos comerciales. Da la impresión, leyendo tu libro, en este recorrido cronológico, que la idea de mercado, que la noción de mercado, tiene momentos de apogeo, momentos en que parece que decae un poco. Me gustaría que profundizaras un poco en esta idea, ¿no? En este momento en que en efecto el museo aparece en el mercado, el museo irrumpe en el mercado y el mercado irrumpe en los museos. En fin, cómo a través de este recorrido, ¿no? que tú planteas, se ve cómo, bueno, pues, el mercado, en esa idea que tenemos, ¿no? De lo que es un mercado, asigna aparentemente recursos, ¿no? De manera efectiva y eficaz
a la propia institución, ¿no? ¿Es solamente una manera de generar recursos? ¿Hay algo más en esta relación simbiótica y difícil entre el mercado y el museo? Alors merci évidemment pour cette question et c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui m'a frappé en quelque sorte, à savoir que la relation entre le musée et l'argent, le rôle commercial en quelque sorte du musée est beaucoup plus ancien que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme étant essentiellement lié, on pourrait dire, aux 30 dernières années. Et en fait, très clairement, on se rend compte que dès qu'on commence à essayer de financer des musées, de construire des musées, c'est l'un des arguments qui arrive en disant si vous construisez tel musée, il pourrait y avoir peut-être de l'argent. C'est-à-dire on va créer des inventions qui vont ramener de l'argent. Ou bien, si on crée évidemment des musées, ça va amener des touristes qui vont eux-mêmes dépenser de l'argent, etc. Et donc très rapidement, c'est Leibniz, le grand savant Leibniz, qui utilise ce concept en disant une invention qui peut être créée dans ses premiers cabinets, en fait, va rapporter évidemment beaucoup d'argent, de rente, etc. Donc, très clairement, l'idée, c'est d'essayer de convaincre les gens en disant ça va rapporter de l'argent. Et forcément, c'est un argument qu'on retrouve bien sûr encore actuellement. Alors, très clairement, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec après la Révolution française, il y a ce phénomène tout à fait particulier qui est la création du Conservatoire national des arts et métiers, et qui va encore un peu plus loin. L'idée, c'est de dire on va créer une collection, en quelque sorte, qui va vraiment servir à une école pour vraiment développer l'industrie nationale. Et en parallèle, on crée des expositions nationales qui vont plus tard devenir les expositions universelles, mais en France. Et donc le musée, dans cette perspective, est vraiment vu comme l'une des branches qui permet vraiment d'aider à la formation de ceux qui vont développer l'industrie nationale. Et quelques années plus tard, c'est le même type d'argument qu'on va retrouver pour la création des musées d'art industriel, avec notamment le Victoria and Albert Museum. Et puis il y a ce phénomène tout à fait particulier à la fin du 19e siècle, mais en fait qui est beaucoup, même déjà plus ancienne, qu'on retrouve dès le départ dans une école de commerce en France au début du 19e, qui est l'idée de créer un musée commercial. C'est-à-dire effectivement un musée dont les collections, qui sont des collections d'échantillons, pour aussi bien aider à l'exportation que l'importation, visent à aider les importateurs et surtout les exportateurs à vendre plus. Et donc le musée, dans cette perspective, est vraiment utilisé comme une machine pour développer l'économie du pays. Alors ce phénomène est fascinant parce qu'en fait il montre aussi une logique du système commercial. C'est-à-dire qu'il n'existe actuellement plus du tout de musées commerciaux, ou quelques très très vagues collections, mais qui n'ont plus du tout ce qualificatif. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, à un moment, dans la logique commerciale, si tout d'un coup on se rend compte que ça ne marche plus, on passe à autre chose. C'est la logique du marché, évidemment. Et évidemment, ce qui va se passer, bien sûr, c'est que cette logique du marché, qui est mise en œuvre tout au long du 19e siècle, qui est beaucoup plus orientée par le marché que par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que le rôle des pouvoirs publics est beaucoup plus faible au 19e siècle que ce qui va se passer durant l'après-guerre, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les 30 glorieuses. C'est évidemment aussi des moments où les pouvoirs publics deviennent de plus en plus forts. C'est la politique, on pourrait dire keynésienne, qui montre une grande intervention des pouvoirs publics. Et donc l'État investit aussi bien dans les soins de santé, dans l'éducation, dans la culture, prend en charge beaucoup plus de choses. Et donc, globalement, le rôle des pouvoirs publics en tant que facteur d'investissement devient plus fort qu'au préalable. Mais il y a la fin des 30 glorieuses. Et donc, très clairement, en fait, à partir des années 80, on retrouve ce rôle du marché de plus en plus fort. Et nous sommes évidemment encore actuellement dans cette situation où le discours économique ambiant est un discours qui est de plus en plus porté par la logique libérale, très très libérale bien sûr, du marché, porté par le marché, et qui influence à son tour de nouveau le discours sur le musée en disant si normalement, effectivement, première chose, les musées devraient le plus possible se tourner vers le marché, c'est-à-dire vers les consommateurs, les visiteurs qui doivent être des consommateurs. Deuxièmement, si les pouvoirs publics doivent aider les musées, c'est pour que ça rapporte de l'argent. Et donc,
c'est le musée comme outil soit pour attirer la qualité de vie et donc attirer des nouveaux citoyens, soit effectivement pour développer le tourisme, puisqu'on se rend bien compte que ça ne marche plus beaucoup pour l'importation, l'exportation des collections, etc. Et donc très clairement, c'est ce lien de nouveau, évidemment, à l'économie qu'on retrouve de plus en plus fortement à partir des années 80, qui marque en quelque sorte pas la fin de l'influence des pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics restent évidemment très importants, mais très clairement la fin d'un certain type de discours et donc la fin d'un certain rapport du musée avec la recherche, etc., pour un rapport plus fort, en quelque sorte, avec ceux qu'on va retrouver comme étant des consommateurs, c'est-à-dire ceux qui vont aussi financer le musée. Bueno, hay todo un mundo entre el mercado y la consideración de los visitantes, ¿no? Según la lógica del mercado, un aumento de ingresos en muchas ocasiones es considerado como un aumento de precios en taquilla, ¿no? Pero por un lado este tema tiene muchas implicaciones, sobre todo si estamos hablando de implicaciones en cuanto a valores de acceso a la igualdad, ¿no? de acceso a la cultura. Pero por otro lado está el tema de viabilidad de esta consideración económica o economicista. No sé, ¿qué hemos aprendido en este momento de esa relación entre el mundo del mercado y el precio, los ingresos por taquilla en la consideración del visitante? Il faut bien se rendre compte effectivement que cette logique commerciale s'est vraiment développée dans les années 80, c'est-à-dire à un moment où donc la logique économique est de dire il faut libérer le marché, et donc globalement c'est exactement à ce moment-là qu'on voit se développer les grandes expositions temporaires, les grands blockbusters par exemple, avec justement les recettes très importantes et toute cette logique commerciale qu'on retrouve actuellement avec des musées superstars comme le Guggenheim, le Metropolitan, le Louvre, etc. Qui très clairement, dans les années 70, ne fonctionnaient pas comme ça. Et bien entendu, en fait, ce qui se passe, c'est très clairement en fait la logique du marché, c'est-à-dire une logique qu'on peut retrouver pour n'importe quelle entreprise commerciale, c'est-à-dire les règles du marketing, des logiques de prix, des logiques de promotion, de développement de produits, etc. Avec, on pourrait dire aussi, les règles générales du marché qui s'en suivent, c'est-à-dire que dans le marché, de toute façon, dans le modèle du marché, une organisation peut fonctionner, potentiellement elle peut vivre un certain temps, mais si elle ne rencontre plus son public, elle meurt en quelque sorte. Et globalement, on pourrait dire, c'est ce qui peut se passer au niveau des musées, selon cette logique-là. C'est-à-dire que si, à un moment, on se dit, les musées doivent entrer de plus en plus dans le marché, ça signifie aussi que il y a de plus en plus d'établissements dont on se dit, du fait de ces recettes, on se rend compte que ça marche d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'établissements peuvent développer suffisamment de recettes pour qu'il puisse y avoir un équilibre financier. Pas beaucoup d'établissements. On se rend bien compte que c'est très rare. Et surtout, évidemment, la plupart de ces établissements ne font, qui parviennent un tout petit peu à équilibrer ça, ne parviennent pas à faire des recherches ou ne travaillent pas beaucoup sur de la conservation et autres. Et surtout, et c'est un des points importants, c'est qu'on se rend compte que de toute façon, la logique du marché, elle ne vise pas la pérennité, elle ne vise pas la permanence. C'est-à-dire effectivement que selon ce principe-là, certaines choses peuvent fonctionner, c'est-à-dire que le musée, dans cette perspective, peut effectivement obtenir un certain succès au niveau du box-office, etc. En même temps, il y a aussi tous les dangers du marché, pourrait-on dire. Donc, ce qu'on peut observer depuis une trentaine d'années, c'est effectivement ce phénomène, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit, ce ne sont plus les pouvoirs publics uniquement qui doivent financer. Et ce qu'on a pu observer, c'est en quelque sorte une lutte entre, on pourrait dire, alors pour les conservateurs, c'est entre le bien et le mal, c'est-à-dire le bien c'est le musée avec le fonctionnement public, le mal c'est le marché. Au début des années 80, c'est vraiment ce qu'on observe, c'est-à-dire que tout le monde dit c'est horrible le marketing, etc. Actuellement, on n'est plus dans cette logique-là. Beaucoup de gens se disent mais finalement le marketing c'est normal, etc., etc. Et
globalement, tout le monde a encore en tête que c'est un peu plus de marché ou un peu moins de pouvoir public ou un peu plus de pouvoir public. Alors, les conservateurs voudraient plus de pouvoir public et donc c'est comme si le curseur était entre l'un et l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire que, on va sans doute en reparler, que c'est sans doute pas suffisant pour réfléchir de manière générale. Mais ça signifie effectivement que l'un des modes de subsistance du musée, dans cette perspective-là, il se fonde aussi sur les recettes des consommateurs, etc. Alors, ça, c'est le point de vue général. Je voudrais juste faire une incise sur ce à quoi, en quelque sorte, on a échappé à partir du moment où on est plus centré dans le marché. Pour ceux qui se souviennent du monde des musées dans les années 70, voire dans les années 80, les gens qui y travaillaient détestaient le public aussi. Il y a beaucoup de conservateurs qui détestaient en fait les enfants, etc., en considérant qu'en fait c'était beaucoup plus intéressant de travailler uniquement avec des collègues, etc. Et ce qu'on a pu observer, c'est effectivement, alors c'était la même chose au niveau d'ailleurs de la téléphonie, etc. Enfin, on avait l'impression de déranger les fonctionnaires. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec plus de marché, il y a aussi effectivement un vrai service qui se développe vers les consommateurs. Les consommateurs, les visiteurs ne sont plus vus uniquement comme des empêcheurs de faire de la recherche, mais aussi potentiellement comme des gens qui vont faire rentrer de l'argent. Et donc ça signifie qu'on est obligé de faire en quelque sorte un peu plus attention à ces personnes. Donc il y a des aspects négatifs, on pourrait dire d'une certaine manière, parce que c'est plus dangereux, parce qu'il y a aussi une plus grosse pression sur les musées à ce niveau-là, mais il y a en même temps, en quelque sorte aussi, des aspects potentiellement positifs, c'est-à-dire que les visiteurs savent que potentiellement ils ont aussi la possibilité d'être considérés comme des gens qui comptent. En nuestro contexto cultural hay un modelo de gestión regulado un poco por el Estado, ¿no? Esta situación hace que en muchas ocasiones la gestión esté muy burocratizada. ¿Cómo ves tú esta situación? Alors, c'est sûr qu'en Europe, globalement, effectivement, la gestion publique demeure centrale, pourrait-on dire, dans le modèle de financement du musée, dans le modèle d'organisation du musée. Qui dit gestion publique dit donc effectivement un certain nombre de règles qui sont les règles de l'État, qui sont les règles des pouvoirs publics, et donc qui sont les règles de l'administration, c'est-à-dire la continuité, la permanence, la neutralité, l'impartialité, etc. Mais on pourrait dire aussi, avec un certain nombre de règles qui sont évidemment toutes les règles qui visent l'égalité, etc. Il y a aussi des règles de lenteur des procédures publiques et toute une série de choses que nous connaissons tous. Hein. Dès qu'on a affaire avec des pouvoirs publics, on se rend bien compte que du fait du traitement égalitaire, il faut faire des appels d'offres, donc très longs, des procédures très longues, etc. Et donc, il y a avec le financement public toute une série de caractéristiques qui sont aussi, on pourrait dire, au détriment parfois de l'efficacité du système public. Alors, durant ce qu'on a pu appeler les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années entre 1945 et 1975, on pourrait dire, on a eu ce moment où les pouvoirs publics ont joué un rôle très important à travers toute l'Europe. C'est un moment important, il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, l'Europe, c'est encore l'Europe avec l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et donc il y a l'Union soviétique qui est un autre modèle où évidemment l'ensemble des pouvoirs publics domine totalement. L'Europe, c'est encore effectivement une grande ouverture, mais le système administratif soviétique est une machine beaucoup plus lourde encore, donc beaucoup plus complexe, mais très clairement qui va influencer notre manière d'organiser les choses et donc notamment le pouvoir des relations au niveau évidemment de l'organisation du musée. Ce qui est sûr, c'est que à partir de la fin des années 80, on pourrait dire ça sent le roussi en quelque sorte pour l'Union soviétique. C'est-à-dire effectivement que ce modèle public va progressivement aussi perdre de son autorité. Alors, d'une part parce que on se rend compte que les années de croissance après la Seconde Guerre mondiale sont en train de se terminer. Et en même temps,
ce qu'on se dit, c'est que c'est du fait justement du modèle keynésien qui ne fonctionne plus. Donc, il va être remplacé par un autre modèle, qui est le modèle néoclassique, donc, ou pourrait-on dire néolibéral, avec le privilège du marché. En même temps, c'est aussi parce que le modèle soviétique, qui était l'intervention la plus forte des pouvoirs publics, lui va de plus en plus mal. Et évidemment, on sait la fin qui va se passer, c'est-à-dire 89, la chute du mur de Berlin, 91, l'implosion du système soviétique, et donc il n'y a plus qu'un seul modèle. Margaret Thatcher dira « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus que le marché, pourrait-on dire. C'est ce qui va évidemment influencer. Et donc tout au long, on pourrait dire, des années 80, on a d'un côté ce basculement des politiques économiques à travers toute l'Europe, et évidemment à travers les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Mais en même temps, on a aussi une très grande critique qui va derrière ça. C'est-à-dire que beaucoup d'économistes développent l'incapacité, l'inefficacité des pouvoirs publics, en disant que, au mieux, les pouvoirs publics ne font rien, mais la plupart du temps, ils font moins bien que le marché. Et c'est de plus en plus ce discours-là qui va se développer. Et donc, très clairement, c'est sûr que les administrés, c'est-à-dire ceux qui sont des visiteurs pour les musées, ou bien ceux qui achètent un téléphone dans des compagnies publiques, etc., se rendent bien compte que c'est assez pénible parfois d'être un administré, parce que dans une machine bureaucratique, on est très mal vu parfois, ça ne marche pas bien. Je me souviens que dans les années 80, en Belgique, mais je pense que c'était un peu la même chose, il fallait attendre 3 mois pour avoir une ligne de téléphone. Et c'était tout à fait normal, ça semblait normal. Il y avait des longues procédures, beaucoup plus longues que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et très clairement, c'était cette idée de planification, etc., qui paraissait cohérente, mais en même temps qui amenait aussi une série de difficultés. Et donc beaucoup d'économistes vont critiquer très largement cette intervention en disant que globalement, finalement, on se fiche du consommateur. C'est-à-dire, notamment, on ne fait pas du théâtre pour les spectateurs, on ne fait pas des musées pour les visiteurs si c'est uniquement les pouvoirs publics qui subventionnent. Et donc il faut développer d'autres règles. Donc on a, je dirais, cette critique institutionnelle qui va se développer, en parallèle justement avec des politiques qui vont être de plus en plus dures, notamment en Grande-Bretagne, et qui visent à diminuer les subventions publiques en disant maintenant débrouillez-vous, et si vous voulez plus d'argent, adressez-vous en fait finalement aux visiteurs qui vont devenir des consommateurs. Et donc c'est à ce moment-là que potentiellement aussi on va donner à ces établissements de plus en plus les possibilités de le faire. C'est à ce moment-là qu'on voit notamment les premiers musées qui bénéficient d'une autonomie de gestion et donc qui vont avoir des outils pour garder leurs recettes, puisque auparavant on disait vous pouvez faire des expositions, mais finalement l'argent il revient aux caisses de l'État. Moralité, personne n'avait envie d'organiser des expositions qui amènent du succès, sinon parce que symboliquement c'est bien, mais si on ne voit même pas les résultats, les fruits en quelque sorte, c'est toujours un peu frustrant. C'est ce mouvement-là qui va s'opérer en quelque sorte et qui va amener tous les changements qu'on connaît. Una de las reflexiones más importantes que está en tu libro gira en torno al concepto de la lógica del don. Es un concepto complejo que va mucho más allá de la primera vía del papá-estado, del poder del mercado. La segunda vía es un concepto que hace referencia a un intercambio de valores entre el museo y la ciudadanía. ¿Podrías explicar un poco más este concepto y a qué modelo de museo daría lugar? Je dirais que c'est pratiquement, et d'abord en tant que directeur de musée, que je me suis rendu compte que le fait d'opposer uniquement pouvoir public et logique publique et logique de marché était sans doute faux. C'est-à-dire qu'effectivement qu'il y avait un troisième principe qui existait depuis toujours au sein des musées, mais qui existait de manière beaucoup plus globale, qui était effectivement la logique du don. Et que ce soit à travers les collections de tableaux, les collections d'objets qui sont offertes au musée, depuis toujours, depuis que le musée existe, même la création du Louvre, très rapidement, 1 an après, il y a des gens qui donnent des tableaux. Que ce soit à travers des dons en argent, que ce soit à travers du bénévolat,
il y a une dimension qui est extrêmement importante et qui passe, et c'est un des points importants, par une autre logique et d'autres caractéristiques que la logique qu'on observe au niveau effectivement du fonctionnement public ou bien au niveau du fonctionnement du marché. Autrement dit, cette logique de don, elle est spécifique en quelque sorte. Elle est spécifique et elle est très antérieure, pourrait-on dire, à la logique de marché. C'est-à-dire que si on essaie de faire l'histoire du don, je ne suis évidemment pas le premier à en avoir parlé. Il y a une histoire qui est ancienne, qui remonte à l'Antiquité. Il y a des traités sur le don, comme par exemple celui de Sénèque sur les bienfaits. Il y a évidemment cet article extrêmement célèbre de Marcel Mauss sur l'essai sur le don, qui est écrit en 1923 et qui évoque ce principe qui est l'obligation de donner, de recevoir et de rendre. Cette logique-là, comme je le disais, on l'observe au niveau du musée, on l'observe à toute une série d'autres moments, dans la famille, dans toute une série de sociétés, en ce compris bien sûr dans les sociétés occidentales. Il y a une partie de nos relations qui fonctionnent sur du don, que ce soit des invitations à Noël, que ce soit ou des cadeaux à Noël, que ce soit des cadeaux d'anniversaire, que ce soit toute une série d'autres choses. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que le don tel que nous le percevons, on le voit à travers, on pourrait dire, la logique chrétienne, hein, la générosité, il faut donner, etc. Ce que Marcel Mauss évoque, c'est que à travers la logique de don, il y a aussi la possibilité de dominer quelqu'un. Donc ce n'est pas simplement une logique qui est simplement liée à la possibilité d'être généreux ou d'être vu comme généreux et de donner des choses. Il y a toute une relation qui se passe entre une personne et quelqu'un d'autre à qui elle donne, et elle peut avoir une supériorité sur cette personne parce qu'elle donne et que la personne ne peut pas rendre. C'est ce que Marcel Mauss évoque notamment, mais toute une série d'autres peuvent le présenter aussi. Toute l'Église catholique, toutes les églises ont fonctionné, que ce soit aussi bien la religion catholique que l'islam, le bouddhisme, fonctionnent à partir du don, et donc très clairement développent une logique qui est aussi avec des aspects très positifs, mais aussi des aspects qui sont négatifs. Et ce qui me semblait intéressant, c'était d'évoquer ce principe, qui, de manière tout aussi étonnante et intéressante, potentiellement lié à la relation publique, les pouvoirs publics n'aiment pas la logique du don. Ils se sont notamment battus contre cette logique en quelque sorte, parce qu'ils se sont battus contre les gens qui donnaient, et notamment l'Église. Le marché s'est aussi d'ailleurs développé durant l'Antiquité, hein, la création du marché. Alors on dit toujours que le marché est extrêmement ancien, en fait il n'est pas si ancien que ça. C'est même la forme la plus récente par rapport à une logique qui est beaucoup plus ancienne, qui est celle du don, ou même par la logique de redistribution des pouvoirs publics. Et en fait, si le marché s'est développé, c'était notamment aussi pour s'opposer à toute une série de grands donateurs qui géraient la cité antique par des grands dons, etc. Et donc, le point intéressant, c'est de voir qu'il existe ce troisième mode sur lequel on peut fonctionner, qui est un mode d'organisation qui peut effectivement apporter au musée. Et très clairement, bien sûr, toute une série de petits musées associatifs fonctionnent sur ce don, que ce soit pour de l'argent qu'ils reçoivent, que ce soit pour des collections qu'ils reçoivent, que ce soit pour beaucoup de volontariat, beaucoup de bénévolat qu'on peut retrouver effectivement dans beaucoup de ces petits établissements. Ce qu'il est fascinant de voir, comme je le disais, c'est que les pouvoirs publics, en quelque sorte, et de manière générale, notre société européenne n'est pas habituée à comprendre cette logique. Alors certains le perçoivent de manière, on pourrait dire, intuitive, mais en fait il y a très peu de cours à l'université où on apprend la logique de marché, on apprend la logique administrative, mais apprendre à donner, à recevoir et à rendre, ça veut dire toute une compréhension de cette logique. Et en quelque sorte, a fortiori pour des musées qui sont essentiellement financés par les pouvoirs publics, ils ne comprennent pas la logique justement de toute une série, par exemple, de bénévoles ou de donateurs qui attendent quelque chose en retour. Et ça explique un certain nombre de difficultés qu'on peut observer. Ça veut dire qu'il y a une dimension de fonctionnement du musée qui demande aussi à être mieux apprise.
qu'on connaît mieux aux États-Unis qu'en Europe, certainement, mais effectivement qui demandent véritablement à mieux être apprises. Mencionas en el libro en varias ocasiones cómo no han llegado a sobrevivir en el tiempo los museos basados fundamentalmente en el modelo comercial duro, ¿no? Incluso hay algunos casos en los que la fórmula mágica y mediática de arquitecto relevante y marca potente han tenido también sonados fracasos. Estos museos comerciales duros, fundamentados en los ingresos de taquilla y en la generación de recursos extraordinarios, han tenido una presencia importante. Pero en los últimos años tenemos también ejemplos de otros modelos basados en el papel del Estado y en la lógica del don que han visto como han tenido que cerrar las puertas, por llamarlo de alguna manera. ¿Crees que esto es una evidencia de que tenemos que centrarnos en un modelo mixto, en un modelo en el que convivan diferentes lógicas? C'est vraiment le principe du musée hybride, c'est-à-dire effectivement qu'il n'y a pas de forme pure de marché, de pouvoir public ou de musée qui reposerait uniquement sur le don. C'est-à-dire effectivement qu'avec des formules comme celles que vous venez d'évoquer, à savoir le musée Guggenheim ou des formes très très portées sur le marché, qui sont conçus pour attirer vraiment des visiteurs, etc., on se rend compte que ça ne marche pas toujours et que de toute façon, les règles du marché sont amenées aussi presque inévitablement à s'arrêter à un moment. Ça ne fonctionne pas. On pourrait même dire que le marché pur uniquement fonctionne très très rarement. Le marché a souvent d'ailleurs besoin, il oublie de le dire, des pouvoirs publics pour un certain nombre de choses. Et uniquement du marché, ça ne marche pas. Le fait est que c'est la même chose à mon sens pour les musées. Et c'est en ce sens-là, je pense que certains petits établissements qui ne reposent pas spécialement sur le marché peuvent parfois beaucoup mieux fonctionner sur la durée s'ils parviennent justement à s'adapter, en tenant compte aussi bien d'ailleurs de la logique publique, donc en se reposant partiellement sur les pouvoirs publics, en s'ouvrant potentiellement au marché, mais aussi en s'ouvrant potentiellement effectivement à cette logique du don, c'est-à-dire à ce rapport que propose notamment la logique du don, d'un lien avec la communauté, d'un lien qui porte sur l'identité entre le musée, des donateurs, des gens qui participent, etc. C'est évidemment une des dimensions qu'on retrouve très fortement dans toute une série de thèmes qui sont présents dans les musées actuels, l'aspect communautaire, l'aspect participatif, etc., qui repose en fait sur une logique de don. Et donc ce qui me semble, ce qui m'apparaît, c'est que en fait le musée, enfin quand on parle de système hybride, c'est je pense aussi l'idée qu'un musée doit être souple d'une certaine manière. Un musée doit pouvoir s'adapter à travers justement aussi bien des formes de marché, de pouvoir public, etc., enfin ces modèles-là, en fonction de son environnement et en fonction en fait des changements de son environnement. Parce qu'en fait, en gros, c'est on pourrait dire le même problème d'une certaine manière auquel pourraient être confrontés les musées et des grands musées que les modèles auxquels ont été confrontés les dinosaures à une certaine époque. Quand il y a une transformation véritable de l'environnement, ce sont parfois des formes beaucoup plus petites, beaucoup plus souples, qui peuvent s'adapter et pas des grands modèles justement qui sont parfois beaucoup trop rigides. Et ça peut être le cas justement des formules qui à une certaine époque apparaissaient comme justement étant les plus intéressantes parce que justement les plus ouvertes au marché, comme avec une belle architecture, avec beaucoup d'attractivité, des grandes expositions temporaires. Mais si tout d'un coup en fait le marché n'est plus là, eh bien, tout d'un coup ça peut s'arrêter beaucoup plus rapidement. Et donc c'est aussi cette ouverture-là en quelque sorte qui peut laisser la place à d'autres formes qu'on pourra observer tout au long du XXIe siècle, je le suppose. François, entender los cambios tecnológicos que nos afectan en el ámbito de los museos no está resultando demasiado fácil. Las tecnologías nos meten muchas veces en situaciones túneles
que son donde las dificultades que crean son superiores a las que resuelven. Convendrá, sin embargo, en que resulta difícil escapar a su influencia. Mi pregunta era la siguiente: ¿cómo valoras las redes sociales y en general los nuevos canales tecnológicos globales de participación desde una doble perspectiva? Los valores que aportan y las dificultades que provocan en la gestión y en la inversión. C'est une question complexe et d'une certaine manière, on peut y répondre comme on peut répondre pour toutes les technologies ou pour tous les outils que le musée utilise. Il y a toujours, à mon sens, des manières aussi bien positives que négatives d'utiliser une technologie. Ce que j'évoque avec mes étudiants, c'est cette chose aussi simple qu'un couteau peut servir à préparer un repas ou à tuer son conjoint. Et globalement, le musée, dès qu'il utilise une technologie comme par exemple les réseaux sociaux, peut faire aussi bien le meilleur que le pire. Donc très clairement, effectivement, le musée s'est retrouvé depuis le début avec ce qu'on a appelé les nouvelles technologies, enfin l'utilisation de l'informatique, à se dire il faut absolument que je me lance et que j'utilise cet outil avec de grandes espérances, en se disant effectivement on peut obtenir un certain nombre de choses. Au départ, c'était pour la gestion des collections et bien sûr, à partir, pourrait-on dire, d'il y a une vingtaine d'années, c'est de plus en plus vers l'orientation du public que les choses se sont passées. Et très clairement, évidemment, lorsque les réseaux sociaux se sont développés, c'est finalement il y a à peine une dizaine d'années que la chose se développe. Donc, on pourrait dire à partir de 2004, mais c'est essentiellement pour les musées à partir de 2007-2008 qu'on observe véritablement une utilisation par les premiers musées et puis de plus en plus par tout le monde des réseaux sociaux. On se rend très bien compte que beaucoup d'établissements vont utiliser cette technologie-là pour finalement poursuivre un certain nombre de choses qu'ils faisaient déjà, et globalement sans se remettre en question. Les réseaux sociaux sont vus comme étant une possibilité de participer, mais c'est aussi d'abord une caisse de résonance pour du marketing, c'est-à-dire pour de la communication, pour de la promotion, etc. Et beaucoup de grands établissements qui disent on va utiliser les réseaux sociaux, etc. Je pense au Louvre, au Metropolitan, au musée du Prado, tous les autres. Globalement, c'est impossible qu'ils n'y soient pas. Finalement, ont une vision extrêmement simpliste, pourrait-on dire, de l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a très rapidement, immédiatement aussi, on pourrait dire, d'autres musées, notamment des plus petits établissements qui se sont dit on peut utiliser les réseaux sociaux véritablement pour le développement d'une logique participative. Et donc ça a été par exemple le cas de l'une des personnes qui, je dirais, la théoricienne en quelque sorte de ce mouvement, notamment Nina Simon, aux États-Unis, qui a écrit The Participatory Museum, qui développe effectivement cette idée que la logique même des réseaux sociaux permet de comprendre à travers la participation l'idée que le musée peut être une forme au bénéfice vraiment du développement d'une communauté, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise, etc. Et donc que le musée apparaît comme une forme utilisée par tous les gens à travers notamment des réseaux, mais pas simplement des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, etc., mais surtout effectivement à travers un travail communautaire. Cette logique-là, c'est une logique beaucoup plus ancienne. Et je pense que beaucoup des personnes qui ont voulu développer l'aspect participatif ne se rendaient pas compte à quel point, en fait, cette logique était déjà au cœur de la nouvelle muséologie dès les années 70, c'est-à-dire effectivement un travail qui vise à utiliser le musée en se disant, en fait, c'est le musée qui est un outil. Et ce n'est pas effectivement les réseaux ou autres. Le musée est un outil au bénéfice d'une population. C'est renverser la chose, c'est dire effectivement la participation aide finalement la communauté. Et c'est pas la participation aide le musée. Donc en fait c'est ce renversement qu'il est intéressant de voir. Mais très clairement, quand on pense réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a aussi bien le pire que le moins bon. On sait aussi que derrière les réseaux sociaux, il y a aussi le pire qu'on puisse envisager des gens. C'est-à-dire que dans la participation, c'est ce que j'évoquais par rapport à la logique du don,
il y a aussi bien le meilleur, la générosité, le fait que les gens peuvent vraiment créer de l'identité, peuvent travailler dans la relation. Et puis il y a le pire, c'est-à-dire la domination. On peut dominer par le don. Et on peut avoir des réseaux sociaux qui sont pollués par des trolls, par des gens qui veulent utiliser les choses pour eux-mêmes, pour leur propre ego, etc., veulent utiliser le musée à des fins personnelles, etc. Très clairement, ça signifie effectivement qu'à travers cette logique, il y a aussi bien des musées qui peuvent s'en tirer, et qui peuvent effectivement promouvoir quelque chose de véritablement intéressant, donc quelque chose qui se fasse au bénéfice, pourrait-on dire, du développement muséal, et au bénéfice surtout du développement muséal dans une perspective de participation véritable, et puis d'autres qui vont très clairement soit l'utiliser simplement pour renforcer de la promotion, pourrait-on dire, c'est-à-dire développer autre chose dans une logique de marché, de marketing en quelque sorte. Mais on peut aussi avoir du public qui va utiliser ces technologies-là pour s'approprier le musée ou pour s'approprier d'autres formes. Et c'est peut-être aussi au détriment à ce moment-là de certains musées qui peuvent se faire eux-mêmes dominer par justement des réseaux. Il y a des dangers partout, mais toute technologie peut servir dans les deux sens en quelque sorte, comme le couteau qui peut toujours effectivement permettre de tuer son conjoint. Más allá de las grandilocuentes declaraciones, cartas y manifiestos a los que estamos tan acostumbrados en el mundo de la museología, siempre ponderando el patrimonio, nos olvidamos de que existe algo más, y es justamente la despatrimonialización. ¿Crees que existen criterios racionales y razonables dentro de esos parámetros de despatrimonialización? Globalement, effectivement, c'est sans doute une des questions les plus importantes qu'on puisse imaginer, et c'est aussi, à mon sens, l'une des plus conflictuelles qu'on puisse observer au niveau de la muséologie. A fortiori parce qu'elle est notamment liée au marché. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aliéner un certain nombre de biens, potentiellement pour en acquérir d'autres, et donc évidemment, certains se disent mais pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas des collections pour renflouer les caisses du musée? Et très clairement, on se trouve dans un système qui, dans cette perspective-là, induit évidemment beaucoup plus de questionnements et beaucoup plus de difficultés qu'on ne pourrait imaginer au départ. D'un autre côté, on se rend bien compte que si on traite la question du deaccessioning, en fait, en quelque sorte, donc de la sortie de l'inventaire, de la dépatrimonialisation, c'est aussi parce que depuis plusieurs dizaines d'années, on dirait que tout a été fait pour un musée à croissance illimitée, pour reprendre le modèle du Corbusier en quelque sorte, c'est-à-dire un musée qui n'arrêterait pas de grandir. Et ça, on se rend bien compte que c'est totalement impossible. C'est-à-dire que dans les années 80, on a vu la plupart des grands établissements augmenter leurs réserves, etc. On se rend bien compte qu'à chaque fois, les réserves sont pleines et donc il faut développer des choses. Mais on ne va pas pouvoir continuer de manière indéfinie. C'est-à-dire que si les musées, durant notre siècle, sont considérés comme étant des institutions permanentes, si on imagine que les musées devraient se poursuivre dans 200 ans ou 300 ans, les musées ne vont pas tripler ou quadrupler d'espace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Très clairement, évidemment, se pose la question de la sortie d'inventaire, du deaccessioning de manière générale. Et forcément, cette logique-là interfère au problème de financement dont on a parlé, je dirais, durant tout cet entretien. À savoir que au plus il y a d'objets, au plus bien sûr la gestion des collections coûte cher, au plus potentiellement il faudrait de recettes pour développer la collection, la gérer, etc., etc. Ça n'est pas possible. Donc forcément, s'ajoute la possibilité, bien sûr, soit d'avoir une collection qui soit stable, et donc de toute façon de sortir un certain nombre de biens de l'inventaire, quitte même à les détruire. Mais forcément, toute une série d'autres personnes qui sont très largement influencées par le marché se disent mais et finalement en fait c'est un élément minime
du monde des musées, c'est qu'on pense musée d'art et on pense vente d'objets, vente de tableaux, d'œuvres d'art pour alimenter le marché de l'art. Cette question-là de la dépatrimonialisation du deaccessioning est en fait extrêmement minime par rapport à l'ensemble du problème. C'est-à-dire que le deaccessioning existe aussi pour des collections qui ne seront jamais montrées, qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont une valeur scientifique potentiellement, ou qui n'en ont plus de valeur scientifique, mais qui sont toujours dans les collections du musée. Et c'est là qu'ils ont un coût. Que ce soit des collections, comme je le disais, d'histoire naturelle ou de technique, etc., et qui ne sont pas valorisables. Et donc la question qui se pose, en fait, globalement, elle est pour l'ensemble, mais une grande partie de la discussion se repose uniquement sur, en gros, il ne faut pas vendre la Joconde pour caricaturer, c'est-à-dire on ne va pas vendre les Ménines de Velázquez pour alimenter les caisses du Prado ou autres. Et dès qu'on pense deaccessioning, tout le monde se dit « Ah, on va vendre les Ménines de Velázquez, impossible, etc. » Et donc, il ne faut rien vendre, donc il ne faut rien sortir, donc tout doit rester comme ça. Donc, principe latin, en quelque sorte aussi, c'est un des points importants de l'inaliénabilité des collections. Ce principe, comme je le disais, il est latin. L'essentiel des musées en Espagne, en Italie, en France, repose sur ce principe que les collections publiques sont inaliénables. Ça n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, qui reposent sur un autre droit qui n'est pas effectivement, qui ne reconnaît pas la notion de domaine public et qui accepte le deaccessioning. Mais même dans les pays où il y a du deaccessioning, ça reste l'un des sujets les plus controversés. C'est-à-dire que beaucoup de directeurs de musées ont eu des réactions très fortes quand il s'est agi de vendre un certain nombre d'objets. Et c'est toujours dans des ventes. Mais en même temps, ça a parfois aussi été face à des disparitions ou bien des destructions d'objets à certaines époques qui ont amené des problèmes. Dans des musées ethnographiques, on a parfois liquidé, entre guillemets, des stocks de crânes juste en les renversant dans des anciens parcs, et donc tout d'un coup on a découvert des enfants qui jouaient au football avec des crânes. Forcément ça a créé un peu de scandale dans les années 50 à ce moment-là. Mais c'est toujours effectivement ce principe du fait que de manière même plus globale, nous sommes tous liés à ce phénomène finalement. Quand nous devons faire du tri dans nos affaires, dans nos propres affaires, dans notre maison, certains d'entre nous ne veulent absolument rien perdre. Ils ont l'impression qu'en fait, s'ils perdent une petite partie, ça va être une partie essentielle et que toute leur vie sera perdue. Il y a même des cas pathologiques par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont plus de facilité. C'est la même question finalement pour les musées, sauf que c'est à une échelle institutionnelle et que ça crée aussi beaucoup d'autres problèmes qui sont liés au financement de ces établissements. En otras obras abordas el tema del museo social, el dilema entre la inclusión y la economía. Tradicionalmente los museos han sido excluyentes con el público en general y con aquel público que presenta dificultades, presentan temas de igualdad. La igualdad es hoy en día tratada en los museos, se hacen incluso acciones, eventos en este tema, pero quizás son una fachada para enmascarar posiciones que todavía siguen siendo elitistas y excluyentes. En este sentido, ¿cuáles son los obstáculos que tiene que el museo superar para ser verdaderamente participativo e inclusivo? En fait, il y a une double question, pourrait-on dire, dans cette question. Globalement, bien sûr, ce qu'on peut absolument remarquer, c'est qu'il y a derrière la volonté d'un certain nombre de grands établissements d'être inclusifs, l'idée en fait que ça n'est pas du tout de l'inclusion. L'idée que très clairement, il y a des programmes publics parfois pour lutter contre l'exclusion sociale et que plusieurs établissements, ça a été le cas notamment en Grande-Bretagne, quand on a développé ce type de programme, et le terme, il faut le rappeler, vient effectivement de Grande-Bretagne, c'est le terme social inclusion à la fin des années 90. Très clairement, en fait, beaucoup d'établissements se sont dit il y a de l'argent à gagner en quelque sorte, et donc si nous faisons ça, nous montrons que nous sommes
que nous entrons dans la politique du gouvernement, 2, nous pouvons effectivement obtenir de l'argent pour faire un travail que nous sommes censés faire. Mais en sachant aussi effectivement que c'est un programme, que ça n'est pas, on pourrait dire, dans l'ADN du musée, que ça n'est pas au cœur des préoccupations du musée. Et en ce sens-là, la vraie question, pourrait-on dire, qui se cache derrière ça est: est-ce que tous les musées doivent être inclusifs? Est-ce que tous les musées doivent développer l'inclusion sociale? C'est une vraie question et c'est compliqué en ce sens que ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, si les musées sont faits de manière générale pour se développer par rapport à certains publics, est-ce que ça signifie que tous les musées doivent être ouverts à tous les publics? Personnellement, je pense effectivement que c'est impossible, d'abord, de toute façon, que derrière n'importe quel type de projet, il y a de toute façon toujours des choix qui sont faits. Et que même quand un musée décide d'être inclusif, d'être ouvert à tout le monde, il fait déjà des choix vers qui il veut être inclusif, en sachant que de toute façon, si je décide de m'ouvrir par exemple à des couches très pauvres de la population, etc., il y a d'autres personnes de la population qui vont détester ce musée. Beaucoup, alors à titre personnel, je n'aime pas spécialement les projets participatifs. En tout cas, moi, je n'aime pas participer à des projets participatifs ou un certain nombre de projets, au même titre que je n'ai jamais adoré suivre des visites guidées, etc. C'est très important, j'adorais organiser des visites ou développer un service pédagogique au sein du musée pour développer des choses comme celle-là, mais très clairement, ça ne faisait pas partie de ce que moi j'attendais du musée. Et donc très clairement, ça signifie aussi que si un musée développe énormément de choses où tout le monde doit participer, etc., peut-être que moi, ça ne m'intéressera pas. Mais ça n'est pas grave. Et je pense que ça signifie effectivement que c'est très important qu'un musée puisse aussi réfléchir à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à qui il se destine, et aller chercher ses publics. Et dans le travail effectivement qui vise la participation, qui vise l'inclusion potentiellement, il y a de toute façon aussi le fait que même si je cherche très précisément ces éléments-là, ce sera toujours par rapport à un public très spécifique et jamais l'ensemble du monde entier. Forcément, même le Louvre, même le plus grand musée du monde, ne sera jamais ouvert à tout le monde. Le Louvre ne s'adresse pas dans toutes les langues de la Terre. Le Louvre a développé des programmes importants, il a aussi des programmes inclusifs. Plutôt, pourrait-on dire, comme beaucoup de grands musées, plutôt pour des effets de façade, c'est-à-dire pour montrer qu'il est ouvert à tout le monde, etc. Mais si on observe les choses, même le plus grand musée ne sera jamais ouvert à tout le monde. Et de toute façon, ne peut pas s'adresser de la meilleure manière à chaque public séparément. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça la nécessité de faire des choix. Un petit établissement, aussi bien qu'un grand établissement, doit faire des choix par rapport à ça. Donc, pour retravailler dans cette logique-là, ça signifie que derrière ce qui sont devenus des leitmotifs de notre société, c'est-à-dire qu'on dit que tous les musées sont dans cette logique de la participation, de l'inclusion, ouvert à tout le monde, etc., il y a un idéal qui est très clairement, effectivement, je pense, un idéal qui peut être le pire aussi du musée. À mon sens, je pense que c'est un des points sur lesquels je voudrais vraiment insister. Les éléments les plus importants sont tout de même l'aspect pratique par rapport à ça. Très pratiquement, en fonction des moyens dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire par rapport à une situation où je souhaite développer des projets par rapport à telle ou telle chose. Si je décide d'être inclusif, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Quels sont les gens que je veux développer, attirer par rapport à ça? Finalement, de tels projets comme ceux-là, de telles idées comme celle-là, ne sont pas très éloignées au discours qu'on entendait déjà dans les années 70, en disant « le musée est ouvert à tous ». J'ai coutume de dire, si on dit « le musée est ouvert à tout le monde », ça veut dire que vous n'êtes ouvert à personne. Très clairement, quand on dit « nous sommes un musée public, donc nous sommes là pour tout le monde », ça veut dire qu'on n'a pas fait de choix. Alors je pense qu'effectivement, un musée a des choix à faire,
toujours pour ses collections, mais aussi pour ses publics. Et c'est un des points sur lesquels je pense que le meilleur musée sera celui qui fera ses choix, qui les assumera, aussi bien d'ailleurs pour les collections que son rapport au public. Et à travers ces deux éléments-là, on pourrait dire sur son rapport qu'il entretient avec notre patrimoine. Bien, la razón primera y última de los museos son las colecciones, su conservación, difusión. Es posible también que igual en este concepto de museo híbrido el término de colecciones haya que reformularlo, ¿no? En el sentido de que tal vez igual las colecciones deban incluir todos los elementos que generan su estudio, su investigación, su conservación, y también en los museos que son más históricos toda esa museología o toda esa museografía que durante años se ha utilizado para sus exposiciones, sus cartelas o los sistemas expositivos para transmitir ese conocimiento. Tal vez la colección deba reformularse también en el museo híbrido. Alors, évidemment, quand j'ai parlé du concept de musée hybride, au départ, j'avais effectivement cette idée d'utiliser le terme d'hybridité plutôt pour parler donc de financement. Mais en même temps, bien entendu, ça a un impact globalement. Le musée du XXIe siècle a forcément, à travers justement la décision de se pencher de plus en plus, notamment sur le marché, mais aussi de s'équilibrer par rapport à d'autres choses, a forcément aussi un impact sur le rôle qu'ont les collections. Et donc très clairement, en fait, on observe quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que ce qu'on a vu durant les 30 dernières années aussi, c'est une ouverture de plus en plus grande des collections du musée, c'est-à-dire pas simplement les collections classiques, mais d'abord de toute façon collectionner tout ce qu'il est possible de collectionner au niveau de tous les patrimoines, aussi bien d'ailleurs patrimoine matériel que aussi d'ailleurs le patrimoine immatériel. Et en même temps, progressivement, bien sûr, et c'est un des phénomènes, c'est peut-être, alors c'est une hypothèse que je vais faire, mais en même temps, c'est peut-être effectivement parce que le musée s'est ouvert plus au niveau du marché, qu'en quelque sorte, il est devenu beaucoup plus populaire et qu'il s'est collectionné lui-même. Et donc qu'il collectionne lui-même aussi, en quelque sorte, sa propre histoire. Alors c'est quelque chose qu'on trouve, mais qui n'a pas arrêté de se développer. Mais aussi, effectivement, on trouve cette influence même au niveau de l'histoire de l'art, par exemple. L'histoire de l'art devient l'histoire des expositions, devient de plus en plus l'histoire des collections, devient l'histoire du dispositif. Et donc, notamment, ça signifie que le musée lui-même travaille de plus en plus sur les propres environnements dans lesquels un certain nombre, par exemple, d'œuvres d'art ont été créées. Et donc, l'idée est aussi de préserver un certain nombre de ces biens. Donc forcément, il y a, on pourrait dire, le musée qui se nourrit en quelque sorte de son propre environnement, qui se collectionne lui-même, et forcément, donc, la collection elle-même va se transformer. C'est aussi d'ailleurs une des difficultés, à mon sens, si on réfléchit au futur, jusqu'où est-ce que, ce qu'on pourrait dire, cette espèce de gloutonnerie du musée, de se collectionner de plus en plus, de collectionner le monde entier, pourrait-on dire, jusqu'où est-ce que cela va s'arrêter? En sachant, et c'est un des points fascinants, que de toute façon, on a une muséalisation du monde, on a cette collection de plus en plus vaste, et en même temps, on a de toute façon aussi des moyens limités. Des moyens financiers, même si on se tourne de plus en plus vers le marché ou qu'on essaye de développer d'autres logiques comme bien sûr toujours le recours au pouvoir public ou bien la logique du don que j'ai évoquée, il y a forcément effectivement une limite au niveau des financements, avec des besoins de plus en plus irrépressibles de collectionner le monde entier et le musée lui-même et tout ce que le musée pourrait produire, etc. C'est évidemment le défi du musée du XXIe siècle. Très bien. Muy bien.